Aquabook, le podcast qui décolonise ta bibliothèque, saison 2. Aquabook, le podcast vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes, portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde. De l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Calypso, c'est le doux nom de la première librairie consacrée à la littérature des Outre-mer et de la Caraïbe, ouverte à Paris il y a près d'1 an par Agnès Cornélie. Dans ce nouvel épisode, elle est revenue sur la création de cet espace, à la fois librairie, salon de thé et galerie, dont l'objectif est de promouvoir les auteurs et autrices de ces régions souvent marginalisées. Un lieu qui ravira tous les curieux et bibliophiles et qui s'inscrit totalement dans la trajectoire de vie d'Agnès. Elle qui a toujours aimé lire et surtout transmettre. Bonjour Agnès. Bonjour Jessica. Merci d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir dans ta superbe librairie. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Oui. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien, merci. Oui, ça va bien. On voit une embellie là qui est proche, donc avec la réouverture des commerces, la fin des restrictions, donc ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, oui. C'est clair. Oui. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Agnès Cornélie, je suis guadeloupéenne et donc je suis née et j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans, après je suis venue à Paris pour faire mes études supérieures et donc j'ai fait des études de lettres classiques et depuis l'année dernière, depuis le 28 août, j'ai ouvert une librairie. Voilà, une librairie spécialisée. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas n'importe quelle librairie. Non, c'est une librairie spécialisée sur la littérature et les ouvrages en général des Outre-mer et des Caraïbes. Ok, et pourquoi ce choix de librairie ? Alors, parce que donc j'ai fait des études de lettres classiques, donc, et après j'ai été enseignante aussi, j'étais professeure documentaliste. Donc j'avais souvent à aller en librairie ou à enseigner aux élèves aussi évidemment. Et je trouvais que la littérature des Outre-mer, des Caraïbes, n'était pas assez représentée ou alors était connue surtout pour les grands auteurs, Césaire, Condé, Glissant, mais pas forcément les autres. Et je trouvais aussi qu'on avait souvent une image idyllique des Outre-mer, des Caraïbes, parce que à part la Guyane, bon, ce sont que des îles, donc on a toujours cette image des îles. Les vacances, la plage, le soleil. Le sable chaud, voilà, c'est ça, le soleil qui... Bon, voilà. Donc c'est vrai, ce sont des endroits magiques, mais où il y a une culture, vraiment. Et en plus, les écrivains de là-bas ne parlent pas des plages et voilà. Pas que de ça. Pas que de ça. Et donc je tenais vraiment à montrer toute la richesse qu'on a en fait. En tout cas, pour moi, c'est un pari réussi. Oui. Parce que la librairie est vraiment super belle. Il y a beaucoup de choix. Merci. Je profiterai de ma venue tout à l'heure pour faire un autre petit tour, voire acheter. Oui, avec plaisir. En me restreignant un peu quand même. C'est ça. Faut faire attention. C'est ça. Mais non, vraiment, c'est très chouette. Mm-hmm. Donc, tu disais que tu l'as ouverte, cette librairie, le 28 août. Oui. Donc, en fait, en pleine... on va dire, accalmie de la crise sanitaire, mais quand même dans un contexte un peu particulier. Est-ce que tu peux revenir sur ce projet entrepreneurial ? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'il se trouve qu'elle a ouvert le 28 août 2020, mais c'est un projet que j'avais depuis très longtemps déjà en tête. En fait, depuis au moins 6 ans, j'avais ce projet-là en tête. Et sinon, je travaillais vraiment sur ce projet-là à temps plein, je veux dire, depuis 2 ans, parce que j'ai demandé à avoir une disponibilité d'éducation nationale pour pouvoir vraiment me consacrer à ce projet-là. Et donc, depuis 2018, en fait, depuis septembre 2018, j'étais dessus. Et il faut savoir que j'ai pris énormément de temps avant de trouver le local. Je pense que c'est le cas de beaucoup de commerçants. Quand on veut ouvrir un commerce, il faut vraiment avoir un local qui soit bien situé, l'emplacement est primordial. Et à Paris, c'était compliqué. Hyper compliqué. Mais c'est cher aussi. Et c'est hyper compliqué, hyper cher. Et donc, j'ai mis 1 an et demi avant de trouver le local. En fait, je l'ai trouvé en janvier 2020, mais c'était vraiment le hasard. Ah oui. Voilà, en janvier 2020, et puis après, donc c'était le premier confinement. Et donc pendant le premier confinement, j'ai fait une campagne de financement participatif
pour aussi que les personnes soient au courant de mon projet et tout ça, pour commencer à faire de la publicité. Et donc, je l'ai peaufiné, j'ai démarché les banques, en fait, tout ce qu'il y a à faire. J'ai trouvé un entrepreneur pour faire les travaux. Et à la fin du premier confinement, j'ai pu faire les travaux, voilà, et ouvrir en août. Le 28 août. Voilà, c'est ça, entre deux confinements. Ouais. C'est ça. Bah, c'est un challenge et du coup, ça se passe bien. Alors oui, mais je suis contente des débuts, je suis contente de l'accueil, en tout cas, des gens. Dès le départ, dès que j'ai commencé à faire mon financement participatif, les gens étaient très, très réceptifs. Et puis après, quand j'ai ouvert aussi, les gens étaient très contents. Beaucoup de personnes me disent que ça manquait et mais tout. Oui. Voilà, il y avait un besoin. Il y a un besoin, d'ailleurs, ça. toujours. Voilà. Donc, je suis contente de l'accueil. Après, c'est une période qui est compliquée pour tout le monde, hein, mais au moins, là, les librairies sont ouvertes. Contrairement au mois de novembre, on était fermés administrativement. Les librairies sont ouvertes. Et les gens peuvent venir, flâner, regarder. Donc, je suis contente de l'accueil, en tout cas. Ok, bah super. Oui. On espère que ça va aller crescendo et que... C'est ça. Il n'y a pas de raison, oui. Et du coup, c'est une librairie, mais tu peux organiser aussi d'autres événements ou Alors oui, donc mon projet même, c'est une librairie avec une partie salon de thé qui est toute petite. Hein, une partie salon de thé pour aussi proposer des produits des Outre-mer. Donc, du café de La Réunion, du café bourbon de La Réunion, du thé de La Réunion aussi, du café de Guadeloupe, du chocolat, et puis des pâtisseries de la Martinique. Donc, je voulais aussi proposer des choses des Outre-mer. Pour les bibliophiles et les gourmands. Et les gourmands, parce que c'est toujours agréable d'avoir une boisson tout en lisant. Et donc, on peut s'installer dans la librairie, mais sinon dehors aussi, parce que j'ai droit à une terrasse. Et également une galerie. Donc, c'était ça mon projet, librairie, salon de thé et galerie. Et en ce moment, il y a une exposition d'ailleurs de photographies de carnaval, de 4 photographes de Guadeloupe. Donc, voilà, jusqu'en juin. Et j'organise aussi des événements, puisqu'en septembre, octobre, on avait encore le droit de se réunir. Donc, il y a eu beaucoup d'événements ici. Il y a eu de la sortie nationale du livre Tropitoxique. Il y a une poétesse qui est venue. Il y a eu des signatures. Et j'organise aussi des choses après. Et samedi dernier, il y avait une signature. Oui. Voilà, samedi prochain, il y en aura une. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut quand même faire des choses. En fait, j'ai juste une jauge à respecter. Mais les gens peuvent venir et ils sont toujours contents de rencontrer les écrivains. Donc, c'est, voilà. Et c'était important pour moi aussi, oui, d'organiser des événements. On a la chance d'avoir des écrivains donc vivants. c'est ça. Profitons-en. Profitons-en pour discuter avec eux. Savoir en fait ce qu'ils ont voulu dire dans leurs œuvres, et c'est vraiment important de pouvoir rencontrer les écrivains. C'est vrai que c'est chouette quand on lit et qu'on découvre une plume de pouvoir rencontrer la personne qui est derrière. Ça, exactement. C'est toujours c'est assez cool quoi. Oui. Ok, donc plein de belles choses à faire dans ce lieu. Oui, vraiment beaucoup de choses. Et puis en plus j'ai aussi beaucoup de demandes en fait d'écrivains même qui me contactent, aussi bien pour référencer leurs livres ici que pour faire des signatures. Et donc, moi, si c'est intéressant, je dis oui. Je réponds positivement. Oui. Non, mais on est dans tu es dans une bonne dynamique, là. Oui, je suis dans une bonne dynamique. Mais il faut être dans une bonne dynamique, sinon, voilà, on fait rien, alors que c'est pas, il faut vraiment que la librairie Calypso vive. Non, mais c'est un très, très, très chouette projet et vraiment un lieu super. Merci. Alors oui, donc je précise quand même juste pour les auditeurs que donc j'ai des livres à la fois, j'ai de la littérature, mais j'ai aussi des livres pour enfants. Oui, c'est vrai. Faut en parler. Oui, j'ai des livres historiques, j'ai des livres d'art, j'ai des CD. Il y a tout. Vraiment, venez parce que c'est sûr que vous ressortirez avec un livre. C'est ça. Sauf si vous n'avez pas d'argent. Sauf si on a vous avez acheté trop de livres, voilà. Voilà, c'est ça, peut arriver. Normalement, on ressort avec un livre. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. C'est ça, j'essaie d'avoir un peu tout. Alors, tu disais tout à l'heure que tu as fait des études de lettres classiques. Quel est ton rapport à la lecture ? Est-ce que tu lisais quand tu étais plus jeune ? Alors oui, vraiment, je lisais quand j'étais plus jeune, depuis jeune en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres chez mes parents. Énormément de livres chez mes parents. Et depuis tout jeune, mon frère, mes sœurs et moi, on a été habitués à lire. Ma mère nous incitait vraiment à lire. Plutôt qu'elle nous disait tout le temps... ne vous abrutissez pas devant la télé, prenez mon livre, voilà, c'est ça. Mais non, mais elle a raison, en fait. Elle a raison. Elle a raison, ça ouvre l'esprit, l'imaginaire, c'est hyper important, quoi. C'est ça, c'est hyper important d'habituer les enfants depuis très jeunes, que les enfants voient leurs parents lire et que
Et c'est comme ça qu'ils prennent l'habitude de même de lire. Exactement, c'est vrai que souvent les gens demandent mais comment tu fais pour que ton fils aime lire? Bah en fait, moi j'ai tout le temps un livre à la main, donc mimétisme. Mais exactement, parce que les enfants de toute façon imitent, c'est ça. C'est ça. Donc il faut vraiment depuis tout jeune être habitué et j'ai un rapport. Bah en fait, j'ai tout le temps un livre dans mon sac, chez moi, près de mon lit, dans mon salon. Enfin, Il y a des livres partout. Il y a des livres partout et parce que enfin, je sais qu'on peut pas s'ennuyer, en fait. Quand on est habitué à lire comme ça, on peut pas s'ennuyer. Si on a un temps, un moment, je sais pas, on attend dans les transports, on attend chez le médecin, on prend un livre et voilà. Et on passe le temps. Et on s'oublie parfois. Passe. Exact. Et on oublie parfois certaines choses. On rate des stations de métro. Tout à fait. Voilà. Mais on sait qu'on peut pas s'ennuyer. Donc oui, j'ai un rapport très fort avec la littérature. Oui. Okay. La littérature et la lecture. Finalement, ouvrir une librairie, c'était un peu la suite logique. C'est un peu la suite logique, c'est ça, exactement. C'est un peu la suite logique parce que c'est vrai qu'enseigner, c'est un super métier. Moi, ça m'a beaucoup plu. Mais j'avais envie de faire autre chose et qui soit de toute façon en rapport avec la culture, la littérature. Et ouvrir une librairie, c'était évident d'entreprendre dans la culture. Et voilà, la librairie, c'est le commerce idéal pour ça. Mais oui, tout à fait. C'est ça. Et tu enseignais à des élèves de quel niveau? Au collège. J'ai toujours enseigné au collège. Ok. Ouais, est-ce que tu leur proposais des livres, du coup Alors oui, surtout avec les élèves en troisième, en fait, parce qu'on a une séquence sur la francophonie, sur les écrivains francophones. Et donc, je pouvais faire des écrivains de la Caraïbe, de Guyane et tout. Et les élèves étaient intéressés. Parce que de toute façon, les élèves s'intéressent à beaucoup. À partir du moment où on sait comment amener les choses. Exactement, voilà. Il faut leur proposer. Il faut leur proposer. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, Non, voilà. Et ils étaient friands de ça. Donc, bon, j'ai bien aimé cette période-là. C'était bien. Est-ce que tu as un genre littéraire de prédilection où tu lis un peu de tout? Alors, je lis vraiment de tout. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les livres policiers. Mais je lis vraiment du tout. Des romans. Alors, non, il faut que j'avoue que je suis un petit peu moins poésie. J'ai parfois un peu de mal à rentrer dans les recueils de poèmes. Bon, voilà. Comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup de personnes, je pense, oui, parce que c'est un genre particulier. Mais après, une fois qu'on est entré dedans, c'est très beau de comprendre. Exactement. Tout, mais il faut entrer dedans. Il faut entrer dedans. On a l'impression parfois que c'est pas accessible. C'est ça, parce que du poète. Ouais. Mais sinon, je lis de tout, des romans, des essais. J'ai beaucoup d'essais, en fait, sur tout ce qui est racisme, féminisme et tout ça. Et ouais, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, bon, c'est des questions importantes. Mais oui, et les pièces de théâtre aussi, j'aime beaucoup le théâtre, donc voilà. Ok, cool. Et comment tu choisis et où est-ce que tu achètes toi tes livres en temps normal? Ah, en temps normal, mais moi j'achète mes livres dans les librairies. En temps normal, voilà, dans les librairies, il y en a une près de chez moi, ou même j'aime bien me flâner aussi. J'aime bien aller dans les librairies spécialisées aussi pour le coup, parce que ça permet vraiment d'avoir des univers différents comme... on peut pas avoir tout dans une librairie, c'est pas possible, la quantité de livres qui existent. Et donc, j'aime bien aller dans les librairies spécialisées pour voir différentes choses. Mais t'aimes bien être conseillé ou en général, tu sais ce que tu... Alors, mais j'aime bien flâner, moi. Ouais. J'aime bien flâner parce que je cherche pas forcément quelque chose de particulier quand je rentre dans une librairie. Juste un livre différent. Et non, pas forcément. Moi, j'aime bien aussi regarder ce qu'il y a, faire un tour et on trouve toujours quelque chose, en fait. Ouais. En général, je suis attirée par la couverture, par les titres, en fait. Mais aussi par les couvertures, par les illustrations et par les titres. Et après, donc, je lis la 4e de couverture et ça me parle ou pas. Mais vraiment, c'est le livre qui attire, je pense. Ouais. les puristes diront qu'on ne doit pas s'arrêter à la couverture, mais vrai. Ça joue quand même pas mal. Ah, ça joue beaucoup. si, ça joue beaucoup. Une couverture austère ou quoi, ça donne pas envie de retourner le livre pour voir ce qui est écrit sur la 4e de couverture. La lune, c'est pas le moine, mais quand même. C'est ça. Mais sinon, le titre est vraiment... important. Ouais, surtout qu'il y en a qui sont très évocateurs, donc on sait tout de suite d'emblée, ce qu'on va trouver. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, non, moi j'aime bien flâner en général, sauf si c'est un cadeau que je cherche pour quelqu'un, mais si c'est pour moi-même, je fais mon choix toute seule. Ok. Alors, qu'est-ce que t'évoques le terme littérature afro-caribéenne? Littérature afro-caribéenne, pour moi, c'est la littérature... de la Caraïbe en général, en fait, puisque, oui, de la Caraïbe et des auteurs qui sont d'ascendance, en tout cas, africaine, donc, ce qui englobe beaucoup de personnes dans la Caraïbe, en fin de compte. Donc, oui, peut-être même que, en fait, c'est même évident que c'est une littérature afro-caribéenne. Pour moi, c'est ça. Enfin, qu'elle est afro, de toute façon, cette littérature-là, c'est ce que je veux dire par là. Et, donc, ça englobe tout, Haïti, Cuba, la Jamaïque, Sainte-Lucie.
tout cet arc caribéen. Et toi, t'as pas de problème pour toi, est-ce que ce soit regroupé un peu sous ce terme très générique d'afro-caribéen, ça te Non, t'embête pas? non, même si... Alors, elles sont différentes, mais il y a quand même des similitudes. Moi, quand j'ai lu des auteurs de Trinidad, de la Jamaïque, de Porto Rico, je vois des similitudes avec la littérature de Guadeloupe, de Martinique. Et non, je trouve ça assez normal qu'il y ait ce terme générique, en fait, pour la définir, cette littérature-là. Oui. Qui a une histoire commune, en fait, de toute façon. Donc, on retrouve forcément des similitudes dans la littérature. Ouais, je veux bien que tu nous parles de ces similitudes-là que tu as retrouvées, puisque tu as la chance de pouvoir lire des auteurs un peu dont nous, on n'a pas forcément connaissance. Donc déjà, est-ce que tu as des auteurs qui, toi, t'ont marqué plus que d'autres, ou en tout cas des romans à recommander? Alors, des romans à recommander. Alors, déjà, il y a Derek Walcott, à Sainte-Lucie. Qui a eu le prix Nobel d'ailleurs, qui m'a vraiment marqué. Moi, c'est surtout un poète, il a aussi écrit des pièces de théâtre, mais c'est surtout un poète qui a des œuvres très très fortes. Il y a Mayra Santos Febres aussi, pour Porto Rico. Il y a David Chariandi, qui est d'origine trinidadienne, mais bon, qui vit au Canada, mais qui est d'origine trinidadienne. Et en fait, quand on lit tous ces auteurs-là, après il y a tous les auteurs haïtiens, Haïti. Qu'on connaît un peu plus. Haïti, voilà, qu'on connaît un peu plus, voilà, les auteurs haïtiens. Et en fait, quand on lit tous ces auteurs-là, on voit qu'il y a vraiment l'histoire qui est issue de l'esclavage, de la colonisation, de populations qui ont été colonisées, dont on a essayé de supprimer la culture, mais qui quand même est toujours très très présente. Et il y a ce terreau-là, de toute façon. De manière générale, je trouve, il y a souvent une littérature aussi qui est très spirituelle, on fait beaucoup appel aux esprits, on a dit ça avec le vaudou, ou alors des personnes qui évoquent les esprits, des sorts avec les plantes qui sont utilisées pour guérir. Donc il y a toujours cet esprit-là caribéen et ce sont aussi ces similitudes-là que je retrouve dans les littératures. Ouais. Donc c'est intéressant de lire ça. Et des romans que tu aimerais bien partager, recommander, pour faire découvrir un peu aux gens. Pour faire découvrir un peu aux gens. Alors, Mayra Santos Febres, dont j'ai parlé là tout à l'heure, je recommanderais vraiment son roman La maîtresse de Carlos Gardel, que j'ai lu récemment. En fait, parce que ça faisait longtemps que j'avais ce livre et je me suis en fait décidée à le lire. Voilà, et qui est très très intéressant, en fait, qui parle de Carlos Gardel, donc pour le coup qui a vraiment existé, qui a fait une halte à Porto Rico en 1935. Et qui était malade, qui avait la syphilis, et donc qui rencontre une femme guérisseuse, et qui après a une relation avec la petite fille de cette femme. D'accord. Voilà, et c'est vraiment très très intéressant, et c'est là que je dis qu'on voit vraiment des similitudes entre les littératures afro-caribéennes de manière générale, en fait, avec ces idées de guérison, de plantes, d'hommes aussi qui parfois ont des maîtresses, voilà. Oui. Mais bon, ça fait aussi partie, voilà, même si c'est une réalité qui change, ça quand même, faut pas non plus, mais c'est en tout cas c'est dans la littérature. Et donc celui-là je pourrais recommander. Sinon, qu'est-ce que je pourrais recommander encore comme roman? J'ai parlé de David Chariandi, pareil, Soukouignan, qui est absolument un roman génial, dont j'avais fait d'ailleurs un petit post dessus. Donc on ira regarder. Voilà, c'est ça, qui est vraiment un roman génial. Et il parle de quoi? Alors, en fait, il parle d'une femme qui commence à perdre la mémoire. Et son fils, donc, essaie de recueillir sa mémoire. Mais donc, ça se passe au Canada, pour le coup. D'accord. Parce que lui, il est d'origine trinidadienne, mais il vit au Canada. Et donc, on voit qu'il y a des allers-retours comme ça à chaque fois entre le Canada et Trinidad. Et cette histoire aussi de Trinidad, on apprend qu'il y avait un peu comme il y a eu le Bumidum, qu'il y a aussi des femmes, donc surtout de Trinidad, de la Jamaïque, qui ont été incitées à venir au Canada pour occuper des postes... de femmes de ménage ou autre chose. Toujours les mêmes. Voilà, et on voit vraiment des parallèles, en fait, entre les histoires, et je trouvais que c'était très, très intéressant comme livre. Soukouignan, et puis donc cette femme dit qu'elle aurait vu un Soukouignan quand elle était jeune, et voilà, mais on sait pas si c'est vrai ou pas. Ou si c'est pas, ça commence à pas de la mémoire, donc on apporte beaucoup de thèmes, en fait, dans ce roman-là. Sinon, un classique de la littérature haïtienne, Gouverneur de la Rosée, de Jacques Roumain, qui est vraiment magnifique. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, j'espère que vous l'avez lu, puisqu'on a fait un épisode dessus. Ah oui, donc il faut le lire. Roman magnifique, qui est cité très, très souvent. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a un livre que j'ai lu récemment. Attends, parce que j'oublie le nom de l'auteur. Tu parles comme la nuit, mais j'oublie le nom de l'auteur, en fait. C'est Étienne Rojas Moric.
Merci. Voilà, ce livre-là. Donc c'est... Donc, Tu parles comme la nuit, Ok. de Vetia Rojas Moric. Alors, c'est son premier roman. C'est une écrivaine qui est vénézuélienne. Ah, super. Ouais. On n'a jamais eu aussi. C'est ça. Non, mais Et je pense que je vais m'installer ici, en fait. Vraiment, c'est ça d'autres... Non, mais c'est ça parce que moi, je voulais vraiment qu'il y ait la Caraïbe en général. Mhm. Et oui, le Venezuela, la Colombie, tout ça. Bon, Cuba, on connaît un petit peu plus. Cuba, Haïti, évidemment. Et encore, moi, Cuba, je crois que j'ai jamais lu. Hein. Des livres d'auteurs Ouais. cubains, Zoé Valdez. Je connais de noms, quelques-uns, mais j'ai jamais... C'est ça. jamais lu. Et donc, oui, ce roman-là de Vetia Rojas Moric. Alors là, c'est un roman épistolaire où elle s'adresse à un ami imaginaire, en fait, qui s'appelle K. Après, on comprend que ça doit être Franz Kafka, en fait. D'accord. Et en fait, donc c'est une femme qui est amenée à quitter le Venezuela, qui devient donc migrante et qui se réfugie en Colombie avec son fils. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, d'avoir le point de vue comme ça d'une femme qui est migrante et qui donc arrive en Colombie. On pourrait penser que ça se passerait bien puisqu'ils sont proches. Oui, voilà, ça Mais en reste fait, pas l'Amérique du tout. Sud, l'Amérique latine. C'est ça. Mais en fait, pas du tout. Qu'elle est aussi vue comme une étrangère, vraiment qu'elle est stigmatisée. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en même temps, on a l'impression qu'elles sont un peu dans la folie. Parce que déjà, elle s'adresse à quelqu'un mais qui est imaginé, en fait. Bon. Donc déjà, il y a ça. Et ouais, moi, j'ai bien aimé ce roman-là. En plus, souvent, j'aime bien les romans épistolaires aussi parce que... En fait, moi, je trouve que c'est un tour de force de réussir à raconter une histoire juste avec des lettres comme ça, juste C'est des ça, lettres, oui. pour avoir vraiment l'idée et le suivi, le fil de l'histoire. Donc, j'aime bien les romans épistolaires. Et celui-là, pour un premier roman, vraiment, je le recommanderais. Après, il n'est pas forcément facile à lire. Donc, il faut quand même être un peu aguerri. Aguerri, ouais. Ok. Et la couverture est magnifique. Tu parles comme la nuit. Je ferai une petite photo très belle, mais je connaissais pas. Non, mais c'est Donc, normal, c'est son premier roman, c'est normal. Ok. Ouais. Il est sorti vraiment récemment, là, ça fait peut-être 2 mois. D'accord, oui, donc c'est... Oui, c'est ça, c'est vraiment tout nouveau. un livre qui vient de sortir. Sinon, quel livre Ah ben moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, d'Evelyne Trouillot, c'est une écrivaine haïtienne, Rosalie l'infâme, que j'aime beaucoup, qu'on m'avait envoyé l'année dernière, avant que j'ouvre en fait, on m'avait envoyé un service de presse. Et en fait, j'avais pas encore lu de livre comme ça où on a l'esclavage du point de vue des femmes, vraiment. Parce que c'est ça, l'histoire, pour le coup. Souvent, on parle des Et du coup, hommes. tu l'as là, parce que ça me donne très très envie de... Oui, c'est ça, il est là, Rosalie Mais l'infâme. oui, c'est vrai qu'on a souvent le point de vue des hommes. On a ça le point de vue des hommes, c'est ça. Et là, celui-là, Rosalie l'infâme. Ah, et la couverture est super belle aussi. Elle est super belle aussi. Voilà. Rosalie l'infâme. Et donc en Haïti, pour le coup. C'est vrai, en Haïti. Très bien. Mhm. Non, ça fait plein de belles références. Ce que j'aime bien en plus, c'est que tu proposes beaucoup d'autrices Oui. et de personnages féminins. Et de personnages féminins. De personnages Donc, féminins, ouais. c'est vrai. C'est vrai en plus. Ben oui. Hein. C'était pas fait exprès. C'était même pas fait exprès, mais en fait, j'ai beaucoup de livres. Ou alors, je sais pas si c'est parce que les femmes écrivent de plus en plus, ou alors au moins plus c'est les femmes qui écrivent. Enfin, Parce je qu'elles sais sont pas. plus talentueuses. Elles sont plus talentueuses aussi, c'est ça en fait, tout simplement, faut pas chercher plus loin. Elles sont plus talentueuses et voilà. Parce qu'on a beaucoup en effet d'écrivaines, ou alors en effet d'écrivains mais qui écrivent sur des femmes. Non, mais ouais, c'est super ça. Je pense parce que je qu'il y a vais m'essayer de tenter par celui-là. celui-ci. Ouais, Ouais. il est vraiment bien. Bon, bah ça fait quand même de belles références. Hein. Oui, Donc, en plus, moi, je connais pas. Je pense que c'est ça. pas mal de gens vont découvrir aussi, Oui. donc c'est cool. Mais c'est l'intérêt, c'est ça, Ouais. quand on est en librairie, on découvre toujours des choses. Hein. Quelle que soit la librairie où on va, on découvre des choses. Exactement. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup qui vont être très très contentes de Ah venir. Donc, profitez-en. Oui, venez avec plaisir. Et puis, parce qu'en plus, j'ai aussi la partie outre-mer avec des autrices polynésiennes que moi j'ai découvertes. Ah bon? Comme Tito Apéou, que j'ai découverte là. Je ne vais jamais partir d'ici. C'est ça. Et qui écrit, qui a une écriture mais hyper forte, qui est très très dure pour le coup. Et parce qu'en fait, on vient de rééditer son premier roman qui s'appelle Mutisme. Qui parle entre autres des essais nucléaires qu'il y a eu en Polynésie. Il y a Pina aussi. C'est l'histoire d'une petite fille qui est maltraitée en fait, clairement. Enfin, on dit qu'elle a
qu'elle a la peau plus foncée que ses frères et sœurs et donc que sa mère n'aime pas trop. Le colorisme, voilà, tout ça. Comme quoi c'est partout. Mais en oui, fait, voilà, ouais. et à Tahiti, même à Tahiti. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai que Tahiti, hein, quand on entend Tahiti, Oui, voilà. Les vacances, le Voilà, rêve, valider. l'évasion. Ouais, Et oui. Titoa Péou, elle démonte ça en 2 romans. Ah là là, Voilà, donc... ça donne envie là. Oui, ah, vraiment... J'ai il les yeux faut qui dire- pétillent. Oui, c'est ça, exactement, non. Il y a beaucoup de belles choses Mais oui. qui paraissent. Ouais. Il y a beaucoup de romans. Et en plus, je pense que les confinements ont aidé aussi les auteurs. Ont aidé ou pas, mais certains, oui, quand même. Certains Ouais, commencent c'était à un écrire. contexte particulier. C'est Donc, ça. Et donc, certains ont des choses à dire Mhm. suite à ça. ok. Donc, plein de belles choses. Il faut venir. Hein. Je me répète, mais vraiment. Oui, venez, quoi. Venez avec plaisir chez Calypso. On va enchaîner du coup avec le livre dont tu as choisi de parler aujourd'hui. Donc, qui est Trésor d'Alicia Mackenzie, Oui. qui est une autrice du coup jamaïcaine. Oui. Et comme on disait en off, c'est très bien parce qu'on n'a jamais eu d'auteur ou d'autrice de la Jamaïque, donc c'est cool. Mhm. Tu as choisi d'en parler autour du thème de l'identité et de la liberté. Mhm. Donc, je te laisse nous expliquer pourquoi ce choix. Oui, alors donc j'ai choisi Trésor d'Alicia Mackenzie. Alors ce livre parle d'une femme donc, qui s'appelle Dulcinea Evers, qui était peintre. Et le livre commence au moment où elle vient de mourir, elle vient de décéder d'un cancer. Et avant de mourir, elle avait demandé à sa meilleure amie, qui s'appelle donc Cheryl, de disperser ses cendres, la moitié de ses cendres en Jamaïque et la moitié de ses cendres à New York. Parce qu'en fait, elle avait quitté la Jamaïque à la vingtaine pour aller à New York et elle avait connu une ascension fulgurante. En fait, c'était vraiment une peintre reconnue. Et elle n'est jamais retournée en Jamaïque, mais elle est quand même restée très attachée à son île. Et elle a demandé donc à son amie de disperser ses cendres en Jamaïque et à New York. En fait, le roman, c'est un roman choral, où on a le portrait de cette femme-là, Dulcinea Evers, mais à travers les yeux des personnes qui l'ont connue. Donc, son amie Cheryl, ses parents, ses amants. Elle a été mariée aussi un moment. Enfin, elle n'a jamais divorcé, mais elle a été mariée un court instant. La tante de Cheryl, de sa meilleure amie. On a vraiment toutes ces personnes-là qui dressent un portrait de Dulcinea. Et donc on a fait Trésor, c'est pour ça en fait que le livre s'appelle Trésor, parce que souvent on l'a fait Trésor, c'était une femme très très belle, que tous les hommes voulaient, voilà. Et en fait on a un portrait d'une femme qui est très très libre, c'est pour ça que j'ai choisi la liberté pour aujourd'hui, parce que c'est une femme qui apparaît très très libre, et en même temps à la fin du roman, on pense qu'on aura une meilleure idée de qui elle est, mais en fait on ne sait pas vraiment qui elle était, donc on a une partie de son identité, mais on n'a pas tout. Et c'est là qu'on voit que on ne connaît jamais vraiment Une personne. quelqu'un en fait. C'est ça, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un parce que chaque personne la voit de manière différente. Et elle-même, on n'a pas son point de vue à elle. Et à un moment dans le livre, elle dit à une journaliste qui veut interviewer, écrivez ce que vous voulez, de toute façon, voilà. Donc elle-même, elle restait très mystérieuse. Et en fait, on ne sait jamais vraiment qui on a en face de soi et surtout ce qu'une personne est capable de faire. En fait. Ouais. Et c'est un roman qui se déroule à quelle époque? Alors, on ne sait pas vraiment à quelle époque ça se déroule, mais moi je dirais dans les années 90. Ok. Parce on ne sait pas vraiment en fait. T'évoquais la notion de liberté, ça se traduit comment en fait chez cette femme Trésor? Mais alors on voit qu'elle déjà dans les amants, en fait elle avait plein d'amants. Elle n'a que faire de la vie de ses parents, surtout de son père en fait, qui d'ailleurs l'a mis à la porte en fait après un scandale. Et donc suite à ça, voilà, donc ça fait un scandale en Jamaïque, tout ça c'est très vite et tout ça, et donc le père la met dehors. Et du coup, elle continue à vivre sa vie. Donc on a vraiment la liberté sur ce plan-là, moi je trouve, et aussi sur la façon dont elle peignait, parce que on voit que, alors c'est une peintre qui n'a pas existé. Dans le livre, on dit vraiment que personne n'avait encore peint comme ça, qu'elle a des couleurs très vives, et puis même par rapport au sujet qu'elle choisit pour ses tableaux. Et pour moi, on a la liberté, là aussi, la liberté de l'artiste, en fait, qui fait ce qu'il veut dans ses peintures, dans ses toiles. Ok. Et est-ce que l'autrice a d'autres romans ou pas du tout? Parce que je la connaissais pas, moi. Alors, elle vient de sortir un roman, là, qui s'appelle A Million Aunties, mais qui est pour le moment qu'en anglais. D'accord. Qui n'est pas encore traduit. Donc, moi, je ne l'ai pas, en fait, encore à la librairie, parce que je n'ai pas de livre encore en version originale. J'ai que des traductions. Et oui, elle vient de sortir un roman. Et je crois qu'elle en a un autre, par contre, dont j'oublie le nom. Mais celui-là, il a eu beaucoup de prix. Trésor, il a eu beaucoup de prix. Il a eu le prix Commonwealth du meilleur roman. Ouais, ça j'ai vu. Voilà. Et
Oui, meilleur livre pour la région Caraïbe et tout. Donc, ouais. Donc, c'est une autrice qui est intéressante. Ouais. Est-ce que elle parle beaucoup de la Jamaïque, j'imagine, dedans? Donc, c'est à la fois un livre un peu, on va dire, féministe, de par la personnalité de Trésor, mais j'imagine que c'est aussi bien pour découvrir un pays qu'on connaît pas. Oui, tout à fait, parce que, alors, par exemple, on a un moment, donc c'est la tante de sa meilleure amie qui parle, donc la tante Mavis qui parle. Elle parle de sa propre mère et de sa propre grand-mère à elle, en fait, qui était une descendante de marrons, de nègres marrons. Et donc, on a cette image de la Jamaïque où il y a des descendants donc, de nègres marrons donc, qui sont très fiers, qui vivaient dans les montagnes et tout ça. On a des descriptions aussi, des paysages. Et on a aussi l'histoire de la Jamaïque là-dedans. Et c'est très, très... Moi, j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Mais tu en parles très bien, tu me donnes envie mais tant mieux, alors, je suis contente. de découvrir. Je suis contente, tant mieux. Alors, est-ce que tu as choisi un extrait pour nous donner encore un peu plus envie de découvrir ce roman? Oui. Alors, j'ai choisi un extrait du livre. C'est un extrait qui se trouve à la fin. Et c'est justement la tante Mavis, donc la tante de son amie Cheryl. D'accord, ok. Donc, il faut savoir qu'elle avait vraiment une relation particulière avec tante Mavis. C'était pas sa tante à elle, mais bon, c'était comme si c'était sa tante. Et Mavis dit d'ailleurs que c'était la seule personne à la comprendre et vice-versa. Ah oui, donc elles ont vraiment un lien très fort. Elles ont un lien très fort. Ok. Alors, commençons par le tableau numéro 1. Esquisse le portrait d'une famille, Dulcinea. La mère, le père et leurs 2 filles. Représente-les debout devant la grande terrasse couverte d'une maison en briques. Bien que les 2 filles n'aient qu'1 an d'écart, un monde entier les sépare en termes d'apparence et de personnalité. La cadette a de grands yeux brillants, un sourire éclatant et des boucles soyeuses. Une future reine de beauté à n'en pas douter. L'aînée a le visage sérieux et l'air timide. Dessine-la en train de regarder par terre. Ne tourne pas ses yeux en direction des spectateurs, cela pourrait les effrayer. La mère est magnifique avec sa peau sombre et ses longs cheveux noirs. Elle a le regard lumineux. Pense à la couleur des galets mouillés sur la plage. Fais en sorte de laisser transparaître l'héritage de ses ancêtres, car elle descendait des marrons et aimait à se vanter de la pureté de son sang africain. Son peuple ne s'était jamais rendu, comme elle le répétait sans cesse à qui voulait l'entendre. Non, ses aïeux s'étaient réfugiés dans les collines et s'étaient battus avec tant d'acharnement que les Anglais avaient été forcés de signer un traité de paix. Ma mère était extrêmement fière de son héritage, Dulcinea. Elle aurait fait n'importe quoi pour son peuple, enfin, tant que cela n'exigeait pas de vivre avec eux. Maman était une vraie citadine. Le jour où elle avait découvert Kingston, c'en était fini pour elle des collines. Ces dernières vivaient en moi à présent. Dessine debout à côté d'elle un homme mince et de taille moyenne. Essaye de représenter son héritage à lui aussi, tel qu'on peut le voir sur sa peau thé au lait et dans ses cheveux roux et frisés. Un mélange d'Irlande et d'Afrique, quoiqu'il n'eût jamais rencontré son Irlandais de père. Mais lui, un paquet de Craven A dans la main, il ne se baladait jamais sans, avec peut-être quelques volutes de fumée s'échappant du coin de ses lèvres. Donne à ces dernières l'air aussi réaliste que possible pour que les gens sentent l'odeur de fumée qui lui collait constamment à la peau. Ajoute-lui un sourire de travers, mais fais également de ton mieux pour qu'on devine la colère qu'il laissait parfois exploser sans raison. À présent, s'il te reste de la place, dessine 2 manguiers pointant le bout de leurs feuilles derrière la maison. Tu pourrais montrer comment leur feuillage vert foncé et leurs branches se balancent au-dessus du toit. Remplis l'un des arbres de fruits jaunes et appétissants et laisse l'autre tel quel. Les gens se poseront peut-être des questions, mais c'est toi l'artiste, Dulcinea. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Donc, en fait, il y a un passage qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, qui parle un peu de la famille, de l'héritage, tout ça. Exactement. Et oui, de l'héritage multiple, en fait, qu'il y a dans les Caraïbes, des nègres marrons, en même temps des Irlandais, enfin, on a vraiment tout là, ici. Voilà. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas dit clairement ce que c'était avant, mais ma vie s'adresse à Dulcinea, et elle lui dit, mais si tu pouvais peindre ma vie, comment tu le ferais? Voilà, et elle lui dit... Elle lui donne un peu des... C'est ça, des pistes. Des pistes. Voilà, ok, super. Pour montrer d'où elle vient. Et quel type de lecteur tu recommanderais ce roman? Ce roman-là? Ouais. Oh, mais de manière générale, déjà une personne qui aime lire, une personne qui aimerait découvrir aussi un peu l'histoire de la Jamaïque. Enfin, on n'a pas toute l'histoire de la Jamaïque, mais on a quand même un aperçu. Une petite partie. Et une personne qui
qui serait féministe aussi quand même. Je pense parce que... Pour pas être trop choquée. Pour pas être trop choquée, oui, parce que vraiment, Dulcinea Evers, elle faisait ce qu'elle voulait, quoi. Mais moi, je trouve ça génial. Il en faudrait plus. Mais c'est ça. Il faudrait qu'on ose plus, nous aussi, faire ce qu'on veut. Oui, c'est ça, en fait, oser et ne pas se préoccuper du qu'en dira-t-on. Du qu'en dira-t-on, c'est ça, en fait. Parce que finalement, il y a des gens qui sont là toujours pour commenter tous nos faits et gestes. Exactement. Donc, même quand c'est bien. Même quand c'est bien. Même quand c'est, entre guillemets, bien. Pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Voilà, et puis, oui, faire ce qu'on veut. Voilà, et être heureux, tout simplement. Être libre. Être libre, tout simplement. Ouais. C'est ça. Ok. Et toi, comment tu as découvert Alessia Mackenzie, du coup? Comment je l'ai découverte je sais même plus, en fait, comment je l'ai découverte. Je pense que c'est moi, en cherchant des auteurs, puisque, en fait, oui, quand j'ai commencé même à faire la liste des livres que je voulais, j'ai vraiment cherché des auteurs, parce qu'il y en avait que je connaissais pas encore. Et oui, son nom est apparu et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert. Je la connais pas depuis forcément très longtemps, donc ça doit faire 3 ans que je la connais. Et oui, c'est comme ça, je pense que j'ai découvert. Et là, j'ai hâte de pouvoir lire son autre livre, qui est en anglais par contre, parce que je lis pas très bien l'anglais. Donc, on attend la traduction. On attend la traduction. En espérant qu'elle soit fidèle oui, c'est ça, à l'original. Donc oui, je crois que c'est comme ça que j'ai découvert Alessia Mackenzie. Ok. Et je veux revenir un peu sur du coup ton métier de libraire. Oui. Comment ça se passe un peu pour le référencement des livres? Comment tu contactes les auteurs, tout ça? Un peu l'envers du décor. Oui. Alors, donc déjà, il y a tous les livres qui sont vraiment édités chez les éditeurs connus, quand je dis connus, c'est-à-dire Folio. Oui, ceux qu'on connaît. Voilà, ceux qu'on connaît et tout ça. Donc, en fait, eux, ils envoient régulièrement une sorte de newsletter pour donner les parutions, donc qui vont arriver. Donc, pour qu'on sache et tout, qu'on fasse déjà les commandes au moins 2-3 mois à l'avance. Hein. D'accord. On reçoit les argumentaires très, très tôt. Donc, faut qu'on fasse vraiment les commandes à l'avance, qu'on ait le livre le jour de la sortie pour les nouveautés. Donc, il y a ça. Sinon, alors, il y a des auteurs qui, moi, me contactent directement parce qu'ils ont écrit des livres, eux, mais qu'ils ont publié les livres eux-mêmes, en fait. Donc, c'est des auteurs ou des maisons d'édition un peu plus confidentielles. Voilà, c'est ça. C'est vraiment confidentiel. Et ou même des auteurs qui ont publié juste un livre eux-mêmes, qui ont tout fait Ah oui, en auto-édition. Voilà, c'est ça, en auto-édition. Et alors là, c'est un peu plus compliqué en fait, parce que au niveau de la gestion, ça fait beaucoup d'interlocuteurs. Et c'est vrai qu'en tant que libraire, on préfère travailler avec les éditeurs et avec les diffuseurs, voilà, et avec les distributeurs, pardon, avec les éditeurs et les distributeurs plutôt qu'avec l'auteur directement. Mais si le livre est vraiment bien, je choisis de. Est-ce que il te l'envoie quand même avant? Oui, en général, ou on m'envoie le livre, ou on m'envoie au moins un extrait que je vois de quoi ça parle. Ou le dossier de presse. Ou un dossier de presse, parce que je peux pas juste dire oui, ok. Non, il faut que je... La couverture me plaît, allez. Voilà, non, vraiment, parce que je tiens vraiment à Calypso, vu qu'en plus, même pour une question de place, en fait, c'est pas extensible. Et non, toutes les librairies. Donc il n'y a que des livres de qualité. Voilà. Non, mais en fait, c'est ça, parce que quand on est libraire, on doit vraiment faire des choix, et parce que la production éditoriale est immense, on peut pas tout avoir. Ouais. Et donc, on fait des choix pour avoir vraiment des choses qui nous intéressent nous, ou alors on sait qui vont intéresser les autres. Et c'est comme ça que je fais mes choix. Moi, mais il faut vraiment, oui, que j'ai au moins un extrait du livre, ou même le livre en entier, que j'ai le temps de le lire, au moins lire des passages, pour voir de quoi ça part, si c'est bien écrit, si l'histoire est intéressante, si c'est bien écrit. Et puis, tout simplement pour pouvoir aussi après conseiller les clients, quoi. Voilà, c'est ça, parce que, bon, juste dire oui, il est très bien. Faites-moi confiance. Oui, c'est ça. Oui, vous ne serez pas déçus. Exactement. Et après, c'est un peu à tes risques et périls, quoi. Oui, parce que c'est vrai que, bien sûr, qu'on ne sait pas bien le client, il revient pas, mais oui. C'est ça. Bah, ça reste un commerce, hein, donc. Ça reste un commerce, donc je peux pas. Après, je pense qu'il y a des personnes qui doivent être vexées de ça, mais je peux pas prendre des livres, il faut faire plaisir seulement aux gens. Ouais. C'est pas possible. Enfin, en tant que commerçante, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut l'accepter. Hein. Oui. C'est le jeu, et puis on peut pas plaire non plus à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde, c'est ça. Parce qu'en plus, ça peut ne pas être à la Calypso, mais ça pourrait être ailleurs en fait, donc la partie librairie.
Donc voilà, Ok. c'est ça. Donc non, merci d'avoir partagé ce petit côté qu'on ne connaît pas forcément. Ce petit côté peut-être moins sympa parce que oui, je pense qu'il y a des gens qui doivent dire et tout, pourquoi. Mais c'est que déjà de un, c'est compliqué au niveau de la gestion, vraiment parce qu'il faut surveiller aussi donc du coup combien de livres on a vendu de telle personne, lui dire et tout. Et puis aussi parce que forcément il y a des choix à faire dans la vie. Et tu es toute seule à gérer la librairie? Oui. Voilà, donc d'autant plus quand on est solo, quoi. C'est ça, pour le moment je suis seule. Et oui, et puis parce que c'est évidemment c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et ça fait des grosses journées. Ça fait des grosses journées. Ça fait des très grosses journées, c'est ça. Mais bon. Je comprends bien. Alors, est-ce que tu écris ou pas du tout? Non, moi j'écris pas. J'écris pas. Non, moi j'écris pas parce qu'il y a déjà tellement de choses à lire. Et donc je te dis pourquoi moi je viendrais rajouter mon... Mais non, parce que c'est un talent en fait. C'est un réel talent d'écrire. Non, parce que tous les livres ne me transportent pas. Alors, je sors de lire un livre. Donc, il n'y a pas du tout de... C'est pas la Caraïbe, c'est pas les Outre-mer, c'est Madagascar. C'est un auteur qui s'appelle Rahari Manana, pardon. Le livre s'appelle Tissé. Et au départ, j'avais un peu d'appréhension à lire ce livre-là parce que, bon, la quatrième de couverture, pour le coup, ne m'avait pas attirée, mais je me suis dit quand même, lis-le. Et je trouve que le livre est génial. En fait, c'est le genre de livre qu'on n'a pas envie de lâcher parce que c'est pas tout le temps que ça arrive quand même d'avoir ça. Et vraiment, lui, j'ai pas envie de le lâcher. Et on fait tout ça pour dire que c'est un talent. Voilà, d'écrire. Que tous les livres ne sont pas comme ça captivants. C'est ça. On peut écrire un peu tout et n'importe quoi. On peut écrire tout et n'importe quoi. C'est ça. Mais réussir à tenir le lecteur en haleine, non, c'est... Ouais, c'est un vrai boulot, c'est un talent. C'est un vrai talent. Et donc, moi, j'aime lire. Ton talent, c'est lire. Et mon talent, c'est lire. Si, voilà, c'est lire. Et puis c'est lire et les promouvoir et transmettre aussi aux gens. Voilà, et puis dire bravo, tu peux rencontrer les auteurs aussi. Voilà, c'est ça, dire oui, c'est super, on attend le prochain. Voilà. Mais non, moi, je n'écris pas. Ok. Et si tu pouvais rencontrer un ou une autrice noire, qui choisirais-tu et de quoi parleriez-vous? Je sais pas. La fameuse question. Eh bien, j'aimerais bien rencontrer Mayra Santos Tebres, dont j'ai parlé au tout début, là, qui est portoricaine, donc qui a écrit Sirena Selena et La maîtresse de Carlos Gardel. J'aimerais bien la rencontrer pour savoir comment lui est venue l'idée des deux. Parce qu'en fait, alors, La maîtresse de Carlos Gardel, c'est sur Carlos Gardel. Sirena Selena, par contre, c'est sur un travesti à Porto Rico, voilà, et j'aimerais bien savoir en fait ce qui l'inspire, ce qui l'inspire dans ses romans. Sujet d'actualité en Sujet plus. d'actualité, voilà, c'est ça, donc ça marche. Alors, on arrive à la dernière question. Qu'aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook? Ça peut être une personne connue, pas connue. Ouais. C'est vraiment comme tu veux. Une personne qui aime les livres. Eh ben, j'aimerais bien voir Jessica Oublié. Alors, c'est une personne que j'aime beaucoup. Voilà, et qui est venue, en plus, comme j'ai dit ici, tout à l'heure. Pour Tropique Toxique. Pour Tropique Toxique. Et en ce moment, elle a un projet Noir et Métis. Enfin, un projet transmédia. Ça s'appelle Noir et Métis, où elle parle des femmes noires et métisses et le rapport, donc, la façon dont on voit le corps de la femme noire et métisse, les cheveux, grandir en tant qu'enfant noir et métisse en France. Voilà, et j'aimerais bien parce que c'est une personne qui a énormément de choses à dire, aussi bien sur les sujets environnementaux, donc la chlordécone et sa place et tout, que sur le fait d'être noir. Ouais. Ok, mais je connaissais pas du tout ce projet-là, je vais essayer d'aller creuser un petit peu. Il y a un Instagram, Noir et Métis, et il a fait des lives aussi régulièrement. Il y en a eu un la semaine dernière, avec Françoise Vergès, avec Yasmine Modestine, ouais. Ok, donc Jessica Oublié. Jessica Oublié, voilà. Entre Jessica, peut-être qu'il y aura un feeling. En plus, non mais c'est bon, c'est elle. Voilà, c'est ça, Jessica Oublié. C'est ça. Super. Bah écoute Agnès, merci beaucoup pour cet échange. Mais merci beaucoup, vraiment. Et ces belles découvertes. Je pense que mon banquier ne va pas du tout t'aimer. Il va voir là, il va dire, mais je vois Calypso. C'est ça, Calypso c'est quoi? C'est quoi exactement? Que se passe-t-il? C'est ça, c'est où? Non mais c'était très chouette d'échanger avec toi et justement de découvrir tous ces auteurs et autrices de régions finalement que moi je connaissais pas et je pense qu'on est pas mal dans cette situation. Donc c'est bien parce que j'espère que ça va motiver les gens à venir. Il y a plein de pépites, vraiment. Je vais essayer de faire des petites photos
pour vous donner envie de lire. C'est ça. Si le podcast n'a pas suffi, mais j'en doute. C'est ça exactement, pour inciter encore plus. C'est ça, pour venir, parce que c'est vraiment très chouette et il y a plein de belles choses à découvrir. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, Jessica. D'accord. Bonne continuation. D'accord, merci. À bientôt à tous. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram @aquabook ou sur aquabook.podcast@gmail.com. À très vite pour un nouvel épisode.